Bonsoir. Dans l'actualité de ce jeudi, lancement ce matin à Conakry du projet Accès à la télévision satellite pour 10 000 villages africains. Ce projet vient renforcer l'axe de coopération sino-africain. À jour J-18 des élections communales, les campagnes de sensibilisation se multiplient à travers le pays. Dans la préfecture de l'Elouma, le ministre de la Santé exhorte les citoyens à un scrutin apaisé et sécurisé. Autre titre de ce journal, inauguration du premier musée militaire de la région de Kankan. C'était à l'occasion de la fête tournante de l'indépendance. La cérémonie est présidée par le ministre d'État à la Défense nationale. Encore une fois, bonsoir. Avant de développer ces titres, voici une série de décrets. Décret D 2018-007 PRG SGG. Modification, le décret D 2017-301 PRG SGG du 24 novembre 2017 portant création du comité de suivi de l'accord de partenariat stratégique sino-guinéen. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, l'article 3 du décret D 2017-301 PRG SGG du 24 novembre 2017 portant création du comité de suivi de l'accord de partenariat stratégique sino-guinéen est modifié comme suit. Le comité comprend un président du comité, le ministre d'État à la présidence chargé des questions d'investissement et des partenariats publics-privés. 2 membres du comité, 3 représentants de la présidence de la République, 1 représentant de la primature, le ministre de l'économie et des finances ou son représentant, le ministre du plan et de la coopération internationale ou son représentant, le ministre des mines et de la géologie ou son représentant, le ministre du budget ou son représentant, les ministères techniques ou institutions dont les projets sont sélectionnés dans le cadre de l'accord stratégique ou leurs représentants, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée ou son représentant, l'administrateur général de l'ACGPMP, maître d'œuvre public, rapporteur. Article 2. Le fonctionnement et la mise à disposition des moyens techniques, matériels et financiers sont assurés dans le budget de la présidence de la République. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 18 janvier 2018, professeur Alpha Condé. Décret D 2018-008 PRG SGG portant création d'un groupe opérationnel des conventions sino-guinéennes à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Il est créé auprès du président de la République un groupe opérationnel de travail chargé de la mise en œuvre et du suivi des conventions sino-guinéennes. Article 2. Le groupe opérationnel travaillera en coordination avec les ministères sectoriels dans l'identification et le suivi de tous les projets susceptibles de bénéficier d'un financement chinois. Il transmettra des rapports réguliers au comité de suivi de l'accord de partenariat stratégique sino-guinéen à l'attention du président de la République, dont une copie sera adressée au Premier ministre chef de gouvernement. Article 3. Les membres du groupe opérationnel sont 1. Le conseiller économique du président de la République. 2. Le conseiller en charge des infrastructures du président de la République. 3. Le conseiller en charge des infrastructures de l'ACGPMP. 4. Le conseiller chargé de mission du président de la République. 5. Le service juridique du président de la République. 6. Le conseiller spécial du Premier ministre. 7. Le conseiller juridique du ministère de l'économie et des finances. 8. Un représentant de la SOGIPAMI. 9. Un représentant de la Banque de développement de Guinée. Article 4. Le fonctionnement et la mise à disposition des moyens techniques, matériels et financiers sont assurés dans le budget de la présidence de la République. Article 5. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 18 janvier 2018, professeur Alpha Condé.
Décret D 2018-009 PRG SGG portant fixation de la date d'ouverture et de fermeture de la campagne électorale pour les élections communales du 4 février 2018. Le président de la République a vu la Constitution décrète. Article 1er. La campagne électorale pour les élections communales du 4 février 2018 est ouverte dans les 342 communes de territoire national le vendredi 19 janvier 2018 à 0h et s'achève le vendredi 2 février 2018 à minuit. Article 2. Au cours de la campagne, les partis politiques candidats, les coalitions de partis politiques et les listes indépendantes sont tenus de respecter scrupuleusement les dispositions du Code électoral. Article 3. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la présidente de la Haute Autorité de la Communication HAC, le ministre d'État chargé de la Justice, le ministre d'État chargé de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, la ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de la Communication sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret. Article 4. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry 18 janvier 2018, professeur Alpha Condé. Je vous le disais dans les titres, lancement ce matin à Conakry du projet de coopération sino-africain dénommé l'accès à la télévision satellite pour 10 000 villages africains. La réalisation de ce projet vise à aider les populations des zones rurales africaines à accroître leurs connaissances et sortir de la pauvreté. Plusieurs personnalités guinéennes et chinoises ont pris part à la cérémonie. Sanassi Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. 10 000 villages africains auront bientôt accès à la télévision satellite. C'est un projet de coopération sino-africain visant à permettre à chaque famille des zones rurales d'accéder à un signal numérique offrant des images de haute qualité et des programmes riches. La cérémonie de lancement de cette initiative qui va couvrir toutes les sous-préfectures de la Guinée a mobilisé plusieurs personnalités guinéennes et chinoises, mais également les professionnels évoluant dans le numérique. Selon le planning, en 2018, 309 villages guinéens vont bénéficier de ce projet et auront accès au signal de la télévision numérique et à peu près 40 chaînes en haute définition pour profiter des résultats des progrès de la civilisation humaine. Tout à l'heure, Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur le Président a évoqué qu'il s'agit de plus de 330 villages en Guinée, donc ces 309 villages sont le cadeau donné par notre président Xi Jinping. À peu près 20 restants sera donné par Star Times comme cadeau. Je m'engage officiellement envers Son Excellence, Monsieur le Président, que tous ces 330 villages concernés, on va terminer les travaux d'ici avant la fin du juin 2018, de manière à faire de la Guinée le premier pays africain à avoir terminé le projet 10 000 villages. Et nous sommes confiants que ce projet 10 000 villages contribuera à l'enrichissement de la vie culturelle, au progrès social et économique de la Guinée. En 2002, Star Times a commencé à explorer activement le marché africain dans l'esprit de la vision du groupe qui est de permettre à chaque famille africaine d'être capable de s'abonner à la télévision numérique et d'en jouir. Jusqu'à ce jour, nous avons enregistré des filiales dans à peu près 30 pays africains, dont le Nigeria, le Kenya et la Guinée, pour un montant d'investissement total d'environ 800 millions de US$ et nous disposons d'un parc supérieur à 10 millions d'abonnés. Star DTV en Guinée a été créé en janvier 2010. En janvier 2010, a conquis
220 000 abonnés en 8 ans et emploie plus de 100 employés locaux. Elle est le premier grand opérateur de télévision numérique payante en Guinée, a également obtenu à plusieurs reprises des prix pour sa contribution au secteur. Et pour l'instant, à l'heure actuelle, Star Times est en train de travailler de concert avec le gouvernement guinéen pour profiter des prêts concessionnels fournis par le gouvernement chinois afin de réaliser le passage vers la télévision numérique. Star Times n'aurait pu être obtenu sans le soutien, les succès de Star Times n'auraient pu être obtenus sans le soutien de la population guinéenne. Star Times DTV en Guinée est plus que jamais confiant en l'avenir. Nous allons grandir avec le développement de l'industrie de la radiodiffusion en Guinée et sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Président, et en respectant la loi, nous allons apporter une plus grande contribution au développement de la Guinée. L'ambassadeur de la République populaire de Chine en Guinée est ravi du lancement de ce projet sino-africain en Guinée. Projet qui aidera les populations à accroître leurs connaissances et à sortir de la pauvreté. Les départements compétents chinois-guinéens ont choisi 309 villages guinéens auxquels la partie chinoise offrirait à titre gratuit 309 téléviseurs numériques à énergie solaire, 618 vidéoprojecteurs et 6180 décodeurs pour aider les villageois sur place à mieux connaître le monde et profiter de la civilisation humaine. Le lancement de ce projet aujourd'hui marque non seulement l'amitié sino-guinéenne, mais aussi l'aboutissement en Guinée d'un fruit de plus dans le cadre de 10 programmes de coopération prononcés par la Chine envers l'Afrique. Ce projet sera exécuté par le groupe StarTime. Je suis persuadé que par sa technique puissante et son expérience accumulée dans les pays africains, dont la Guinée, le groupe StarTime va bien réussir la mise en œuvre de ce projet avant la fin du mois de juin 2018. La Guinée devient ainsi le premier pays en Afrique à lancer ce projet du groupe StarTimes avec des ambitions hautement appréciées par le chef de l'État. L'année prochaine, nous fêterons les 60 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre la Guinée et la Chine. Comme l'ambassadeur vient de le dire, la Guinée a été le premier pays africain au sud du Sahara à établir des relations diplomatiques avec la Chine. Donc nos relations avec la Chine sont très anciennes. J'explique souvent qu'après 1958, lorsqu'on a voulu nous isoler, c'est la Chine et l'Union soviétique qui nous ont permis de ne pas prolonger comme voulaient certains qui n'étaient pas contents de notre vote historique. Nous avons établi une coopération stratégique avec la Chine qui nous permet de fournir à la Chine les matières permettant de la besoin bauxite, minerais de fer, etc. Et à la Chine de financer nos projets, infrastructures, routes, chemins de fer, énergie, agriculture, etc. Lors de mon dernier séjour en Chine, j'avais demandé au président de StarTime de préfinancer, puisque le financement chinois n'a pas encore commencé, d'anticiper de préfinancer avant que le financement chinois ne vienne, ce qu'il a eu la gentillesse d'accepter. Moi aussi, je lui ai dit qu'il faut compter le nombre de sous-préfectures en Guinée, que chaque sous-préfecture doit avoir, sinon je vais avoir des problèmes. Donc, il a eu la gentillesse d'ajouter donc pour que toutes les sous-préfectures de Guinée soient dotées. Alors, on a commencé par Tondon, je crois que la délégation de Tondon est là. Et sur l'engagement le plus important, j'avais dit aussi que l'année 2018 ne doit pas finir sans que l'ensemble des sous-préfectures de Guinée ait été doté. Or, je viens de vous dire qu'au plus tard, en fin juin, l'ensemble des sous-préfectures de la Guinée seront dotés. Cela est extrêmement important. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons la fibre optique. Un des mots dont nous souffrons le plus, c'est les zones rurales, surtout les zones des jeunes. Parce que quand ils viennent en ville, ils n'ont pas de travail, ils augmentent le score de chômage, ça arrive donc à la drogue, ils sont manipulés, etc. Donc, avec la fibre optique, les jeunes vont pouvoir accéder à l'Internet dans tous nos villages, dans toutes nos sous-préfectures. Et avec le projet StarTime, ils vont pouvoir avoir accès à toutes les informations internationales. Mais le plus important, ce n'est pas seulement les informations internationales,
c'est le fait d'avoir accès à la technologie, c'est-à-dire de pouvoir suivre des cours faits à Washington ou à Paris, de pouvoir accompagner les médecins, etc. Donc, d'avoir accès aux nouvelles technologies et à la connaissance. Cela est extrêmement important parce qu'étant donné que nous n'avons pas totalement la maîtrise de nouvelles technologies, il est important que nos jeunes puissent suivre des cours faits par des professeurs dans des grands pays, en accord que nous avons. Vous savez aussi qu'il y a e-médecine qui permet à un médecin de suivre, d'être guidé pour l'opération, etc. Donc tout ça va améliorer non seulement notre système éducatif, mais notre système de santé. Donc nous sommes très reconnaissants à notre ami de Sartem parce qu'il a tenu ses engagements. Et surtout, la coopération avec la Chine et la Guinée est une réalité concrète. Quand nous avons signé les accords de 20 milliards, nous avons dit oui, c'est des promesses, etc. Mais nous avons confiance à la parole de la Chine et particulièrement du président Xi Jinping et les relations étroites qui sont installées entre nous et la Chine et les Chinois. La preuve, la Guinée est le premier pays où ce projet est lancé. Donc nous sommes le premier pays à être doté, ce qui montre l'importance de la relation entre nous et la Chine aujourd'hui. Nous allons continuer à renforcer nos relations avec la Chine parce que c'est une coopération gagnant-gagnant. La Chine est le principal consommateur de matières premières, bauxite, minerais de fer. La Guinée est le principal fournisseur de bauxite. Donc la Chine va nous accompagner à la fois pour la bauxite, mais aussi pour la transformation de la bauxite en alumine. Mais plus fort, avec la Chine, nous avons décidé de faire une zone économique à Bouquet qui commencera à avoir 100 000 habitants et 30 000 emplois. C'est des villages qu'on va transformer. Et au bout, ça sera 200 000 habitants et 100 000 emplois. Mais aussi avec la Chine, nous sommes en train de travailler sur des zones industrielles qui est différente de la zone économique. Pourquoi nous avons choisi Bouquet comme ça? C'est pas pour dessiner à Bouquet. Mais Bouquet va avoir des ports en eau profonde. Ça veut dire que les bateaux qui vont venir de Chine pour transporter la bauxite sont des bateaux de 200 000 à 250 000 tonnes. Ces bateaux en partant partent remplis de bauxite. Au retour, ils reviennent vides. Donc nous avons imaginé que comme ça que devienne un hub, c'est-à-dire les conteneurs qui vont venir pour la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, etc., arriveront à Kamsa, Bouquet, à un coût faible, puisque les bateaux reviennent vides, donc ils peuvent transporter. Et à ce moment-là, il y aura transportement de Kamsa, Bouquet vers le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Supposez par exemple que pour envoyer un conteneur à Dakar, ça coûte 4 000 $. Le conteneur peut arriver à Conakry pour 500 ou 1 000 $. Et de Conakry à Dakar, évidemment, ça ne fera pas plus de dons. Ils vont économiser plus de 2 000 $ en utilisant le port. Voilà pourquoi nous avons choisi comme ça. Donc, ce n'est pas du tout une raison de préférence personnelle. Ensuite, évidemment, comme ça, le développement de la bauxite et de l'alumine. Et vous savez que nous avons le contenu local et surtout la zone économique va permettre d'installer beaucoup d'autres types d'entreprises. Pourquoi? Parce que les entreprises, beaucoup d'entreprises chinoises pourront venir faire leur usine de montage ou de production là parce que le transport ne va pas coûter cher. Et donc ils pourront partir de la Guinée, ravitailler la CEDEAO puisque nous sommes dans la CEDEAO dans une même zone monétaire. Voilà donc pourquoi nous l'avons choisi. Maintenant la zone industrielle, vous savez qu'aujourd'hui, la Chine veut délocaliser certaines entreprises comme les entreprises textiles. Nous avons souhaité donc que certaines de ces entreprises soient délocalisées en Guinée pour qu'ils produisent en Guinée, qu'on puisse exporter sur l'extérieur, soit dans l'Union européenne, soit dans l'Agora. Donc la coopération avec la Chine ne fera que s'intensifier comme partenariat gagnant-gagnant. Parce que la partenariat avec la Chine, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Bien sûr, beaucoup de gens nous critiquent en passant qu'on a tout donné à la Chine, mais je répondais déjà à Berlin. Lorsque nous voulons construire un barrage et que nous lançons un appel d'offres, qui finance? Lorsque nous voulons construire une autoroute, qui finance? Évidemment, les Européens aussi ont tiré les leçons parce qu'ils viennent d'adopter un projet de financement de 4 milliards d'euros qui va permettre aux entreprises européennes aussi de participer au projet. Mais pour le moment, nous avons fini le barrage Caleta avec la Chine. Swapiti est en cours. Demain, nous allons poser la première pierre du barrage à Maria. Donc d'ici 2020, nous aurons donc fini les 4 barrages sur le fleuve Concouré.
Mais aussi, l'appel d'offres est en train d'être dépouillé pour le barrage de Kokutamba, qui se trouve à Tougué et qui fait un barrage de 293 MW, qui sera suivi de Balissé et de Baléa. Donc il y a 3 barrages sur le fleuve Sénégal qui feront 700 MW. Les études de faisabilité du barrage de Foumi à Kossar sont finies. Là aussi, nous espérons le lancer au cours de l'an 2018. Foumi, ce n'est pas un barrage très important comme les autres, c'est 90 MW, mais c'est plus important que les autres barrages, parce que Foumi va permettre d'irriguer au moins 100 000 hectares en Guinée, autant au Mali, au Niger, au Nigeria qu'au Tchad. Donc Foumi est extrêmement important pour l'agriculture. C'est pourquoi donc, nous avons tenu acte. Bien sûr, il y a les autres barrages qui seront faits au cours, ainsi que l'énergie solaire. Comme nous avons beaucoup de MIO sur l'énergie solaire, nous allons donc lancer un appel d'eau pour sélectionner parce que nous ne pouvons pas. Nous avons des MIO pour 2000 MW. Nous n'avons pas besoin de tout cela. Donc nous allons faire accompagner par la Banque mondiale. Nous allons faire un appel d'eau pour sélectionner sa addition. On a besoin de 50 MW à Cancan par exemple. Ceux qui veulent, on choisira celui qui a la meilleure technologie et le moins 10 ans, mais de façon transparente. C'est pourquoi nous faisons avec la Banque mondiale qu'on ne dise pas qu'on a favorisé telle ou telle entreprise. Nous voulons que la gestion en Guinée soit transparente et claire. Donc je remercie nos amis de Chine, le président Xi Jinping, surtout notre ami de Sartin, parce qu'il a accepté de préfinancer, et surtout d'augmenter le nombre. Mais c'est sa faute, hein. Parce que quand j'ai été le voir au déjeuner, je lui ai dit, la Guinée attend de sous-préfecture. Et s'il n'a pas couvert, il est responsable, donc il faut qu'il couvre. Vive la coopération sino-guinéenne, vive l'amitié entre les deux peuples. Nous espérons qu'avec la Chine, nous allons fêter brillamment le 60e anniversaire de l'action et de relations diplomatiques entre nos deux pays. Avec le lancement de ce projet sino-africain, la Guinée devient ainsi le fer de lance de la télévision numérique en Afrique. Ce qui va sans nul doute permettre d'améliorer substantiellement le niveau éducatif des populations des zones rurales africaines, notamment dans les domaines agricoles, scientifiques et sanitaires. D'où la signature de ce mémorandum d'entente entre le gouvernement guinéen et le groupe Star Times pour ce projet. Projet qui se place dans le cadre des 10 programmes de coopération prioritaires destinés à stimuler la coopération entre l'Empire du Mulier et l'Afrique. Direction le palais Sékou Touré où le chef de l'État a reçu hier en audience les opérateurs économiques. Professeur Alpha Condé invite ces opérateurs à investir davantage dans l'industrie, l'agriculture et l'élevage. En réponse, ces patrons d'entreprises ont sollicité la création des banques de développement. Mohamed Lamine Souma, Boubacar Souma. Le but de la rencontre est d'amener les commerçants guinéens à se transformer en industriels. Pour le président Alpha Condé, développer la Guinée, créer l'emploi, rendre forte l'économie du pays, il faut développer l'industrie, l'agriculture et l'élevage. Et cela ne pourrait se faire sans un secteur privé guinéen dynamique, bien organisé et financièrement puissant. C'est en tout cas le vœu et la vision du président Alpha Condé. Et je sais que vous êtes tous partis, vous êtes engagés pour développer ce pays. Certains d'entre vous ont créé des entreprises parce que vous savez que notre grand problème, c'est l'emploi jeune, mais aussi c'est le développement du pays. Et pendant longtemps, beaucoup d'entre vous ont été confinés au commerce import-export. Vous savez que cela ne peut pas développer un pays. Mais nous avons eu l'occasion d'échanger. Je sais que vous êtes soucieux du devenir de ce pays et que vous voulez vraiment que le pays change. Mais le pays ne peut pas changer s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la tranquillité, si on ne dit pas la vérité aux gens. Parce qu'en Guinée, le mensonge passe plus vite que la réalité. Et nous avons donc besoin d'échanger pour que vous expliquiez aux populations exactement qu'est-ce que moi je pense pour la Guinée. Donc, mon objectif, c'est que la Guinée soit ce que les colonisateurs français voulaient que la Guinée soit. Si vous regardez le programme de l'ONU, la Guinée devait être le pays le plus développé de l'Afrique francophone, c'est-à-dire Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Quand on demandait à Oufou, il disait que moi, si je devais choisir, je préfère être président de la Guinée que président de la Côte d'Ivoire. Bon, donc, mon objectif aujourd'hui, c'est qu'on soit ce pays-là que la Guinée est. Pour deux raisons. Pourquoi les Blancs ont voulu ça? Nous avons 6 000 MW de production de barrage, donc l'électricité.
nous avons la bauxite, nous avons le minerai de fer. Donc ce que la France voulait, c'est faire les barrages, faire les usines pour transformer l'aluminium et la sidérurgie pour ravitailler la France et les pays européens. Donc la Guinée devait être la base d'un plan sidérurgique et d'aluminium. Parce que nous avons les barrages pour l'électricité et nous avons les matières premières. En réponse, les opérateurs économiques souhaitent que le gouvernement appuie et protège davantage les investisseurs. Ils ont aussi demandé au président de la République de lutter contre la lourdeur administrative qui, selon eux, tord le bras aux initiatives privées d'investissement. On a un peu l'expérience comment les autres pays sont développés. Moi, ce que j'ai à proposer, c'est-à-dire en Afrique, quand les investisseurs viennent, ils veulent voir que le président. C'est souhaiterait qu'il y ait un mécanisme pour soutenir les hommes d'affaires locaux. Quand un homme d'affaires étranger vient, il travaille avec l'homme d'affaires local. Et puis votre arrivée au pouvoir, ce que tu es en train de faire pour les opérateurs économiques guinéens, moi je peux dire, on doit vous remercier, on doit vous demander encore d'augmenter l'effort. Vous, je peux vous dire honnêtement, tu es en train de beaucoup faire. Mais si vous arrivez encore à faire descendre ça au niveau de l'administration, ça va nous aider encore mieux. Nous sommes rassurés que le pays est en train de changer. Nous étions hier commerçants import-export. Mais nous tous, nous nous transformerons en industriels. Dans un an, chacun de nous veut présenter une usine que vous allez inaugurer. Nous, personnellement, on a signé un contrat d'installation d'une industrie. On attend que les agréments qui se déroulent. Des tomates, non? C'est des tomates avec les Turcs. Vous n'avez pas encore l'agrément, vous avez demandé au ministère de l'Agriculture. Je demandais au niveau de la PIP, le directeur m'a promis que dans un mois j'aurai mon agrément. Pourquoi 2 mois? Un mois, il m'a dit un mois plus tard. Donc, mais pourquoi ça tarde? Pour quelle raison? Pour avoir l'agrément, pourquoi? Il m'a dit qu'il y a un délai minimum pour un agrément. Décider de mener à bien l'implication du secteur privé guinéen dans le développement du tissu industriel, l'agriculture et l'élevage, le président Alpha Condé a donné d'autres éclaircissements. Ce n'est pas le commerce. Elhadj a son usine de farine. Il n'est pas commerçant. Il a son usine de farine, il vend en gros, en Italie, où il exporte. Tafagui a son usine de farine. Il y a quelqu'un qui vient de faire une usine de noix de cajou. Il transforme l'anacarde en noix de cajou. Mais il vend sur les Pays-Bas, puisqu'il les vend à des grossistes dans un premier temps, puisque pour le mettre sur le marché, c'est l'un du marché, il faut mélanger avec du lait, il faut mélanger avec du sel, etc. Donc, il vend les noix de cajou, il fait les noix de cajou en plus de 5 kg, il vend. Donc, c'est pas l'industriel vend. Je pense que Sagalé est bien placé pour le savoir. Quand vous produisez, vous vendez. Mais je ne pense pas que tu as assisté à la rencontre que nous avons eue ici, dernièrement, le déjeuner qu'on a, je ne sais pas si tu avais assisté. Deuxièmement, quand quelqu'un crée une entreprise, lui, face aux Français qui ont son entreprise depuis 100 ans, ça veut dire qu'il a amorti 10 fois, il n'est pas concurrentiel. Parce que l'autre a amorti 10 fois. Donc, il peut l'étouffer. S'il y vend 1 kg de farine à 1000 francs, l'autre il peut vendre 300 francs pour le couler. Comment empêcher cela? En empêchant l'importation. Ce qu'on fait, lorsque tu crées une usine, on protège ton marché. Demandez, j'étais à Swapiti. Tout le ciment de Swapiti est pris en Guinée. Tout le ciment. Il faut savoir le nombre de quantités de ciment dont Swapiti a besoin. Mais, puisque les Chinois ne peuvent pas importer, quand tu prends du ciment, d'abord la taxe est très élevée. Ensuite, ton ciment reste au port 45 jours. Donc, tu vas payer des surestaries. Donc, aujourd'hui, l'usine de ciment n'est pas concurrencée. On avait un accord avec le Maroc pour acheter de la farine au Maroc. On a fermé. Aujourd'hui, il n'est pas concurrencé. Donc, quand vous créez une usine, dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Quand vous créez l'usine, vous n'êtes pas concurrentiel par rapport à ce qui existe depuis longtemps. Donc, l'État doit vous protéger. Sinon, votre usine va être coulée par le commerce. Parce que les gens vont importer à un prix plus bas, ils vont créer une usine.
Donc c'est pourquoi nous avons décidé, et ça nous l'avons clairement dit, chaque fois que quelqu'un produira une usine en Guinée, on va le protéger. Installation en Guinée d'une usine de tomates à Mamou, d'une usine d'emballage de motos de marque chinoise à Conakry dès cette année 2018, construction de 2 usines de fabrication de morceaux de sucre, l'installation et le fonctionnement d'une usine de fabrication de câbles et fils électriques et une usine d'emballage. Ce sont là, entre autres innovations annoncées à l'actif du secteur privé guinéen. Les femmes d'affaires ont de leur côté sollicité du président Alpha Condé de renforcer leurs capacités pour leur permettre de mieux développer les petites et moyennes entreprises. Cette rencontre avec les opérateurs économiques originaires du Fouta, initiée par le président Alpha Condé, a été une occasion de les mettre en confiance. Toujours dans l'agenda du chef de l'État, professeur Alpha Condé a procédé ce matin à l'inauguration du siège du programme médical de lutte contre la lèpre. Le président de la République a également visité le nouveau bâtiment du Centre national de démodialyse, des infrastructures financées par le budget national de développement. Sanassi Keita. Siège du programme national de lutte contre la lèpre. Cette infrastructure a été financée par le budget national de développement à hauteur de 5 521 millions de francs guinéens pour une durée contractuelle de 6 mois. La cérémonie d'inauguration de ce siège du programme national de lutte contre la lèpre, présidée par le président de la République, a enregistré la présence de plusieurs professionnels de la santé. Monsieur le Président, aujourd'hui nous assistons encore à une matérialisation de votre engagement sans faille pour la santé avec la visite de cette infrastructure. Il s'agit du siège du programme national de lutte contre la lèpre. Elle permet de créer un cadre de travail approprié pour les agents du programme afin de renforcer davantage la lutte contre la lèpre, qui connaît de grands succès dans notre pays. Pour atteindre cet objectif d'élimination, moins d'un cas pour 1000 habitants, comme défini par l'Organisation mondiale de la santé. L'honneur est donc revenu au professeur Alpha Condé de procéder à la coupe du cordon inaugural de ce siège du programme national de lutte contre la lèpre pour annoncer officiellement son ouverture. Une manière d'améliorer davantage les conditions de vie et de travail des professionnels de la santé. Juste après cette inauguration, le président de la République s'est rendu à l'hôpital national d'Onka. Ici, le professeur Alpha Condé est venu visiter le nouveau bâtiment du Centre national d'hémodialyse. Cette infrastructure a été également financée par le budget national de développement à plus de 7 milliards de francs guinéens pour une durée contractuelle de 18 mois. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'extension du Centre national d'hémodialyse. Ce centre a été créé pour assurer la prise en charge des malades atteints d'insuffisance rénale. Grâce à l'appui du gouvernement avec une capacité actuelle de 15 lits, il permet de dialyser 100 malades par an. Mais avec l'offre de services, la demande a augmenté, dépassant largement la capacité d'hospitalisation. Cette situation a conduit à l'élaboration d'un projet appelé projet extension avec une capacité additionnelle de 15 lits qui a été entièrement financé par le budget national de développement. Le président de la République a enfin visité toutes les installations de ce centre national d'hémodialyse. Ici, dans les salles, se trouvent plusieurs malades. Des malades qui ont reçu la visite du professeur Alpha Condé, qui à sa sortie rassure. Vous savez, on a beaucoup de problèmes pour l'insuffisance rénale. Et souvent, on est obligé d'évacuer les gens, et ça revient très cher au budget national, mais aussi aux patients. Donc, il est extrêmement important qu'on dote nos médecins de centres de dialyse pour que le maximum de Guinéens puissent être dialysés ici à partir de la Guinée. Bon, c'est la même chose que nous avons visité. Vous savez que la lèpre est une vieille maladie, mais qui n'a pas encore disparu, même si le taux est très faible en Guinée aujourd'hui, mais il y en a encore. Donc, il faut trouver le moyen d'éradiquer la lèpre. Vous savez que la lèpre, quand même, rend la personne... il a honte de se montrer parce que, bon, en plus, c'est contagieux. Donc, après le Ebola, il faut qu'on fasse tout maintenant pour qu'on éradique le maximum de maladies, d'épidémies en Guinée. Et la dialyse, c'est très important parce que nous évoquions beaucoup de gens sur l'Europe. Donc nous voulons renforcer la dialyse ici. Peut-être on va augmenter encore la capacité pour qu'ils puissent traiter. Nous avons des très bons médecins qui sont très capables, mais il faut qu'ils aient les équipements. S'ils ont des équipements, on n'a plus besoin d'évacuer les gens. Mais il faut qu'on les mette à leur disposition.
Après l'épreuve difficile qu'a connue la Guinée dans la lutte contre la maladie à virus Ebola, le président de la République ne cesse de poser des actes pour renforcer les capacités du système de santé du pays, à travers justement la construction de plusieurs infrastructures sanitaires, comme les centres de traitement contre les épidémies dans toutes les préfectures, les centres de santé améliorés et tant d'autres. Et ce communiqué du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Monsieur le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique porte à la connaissance du public du lancement des travaux du barrage hydroélectrique d'Amaria. Ces cérémonies placées sous le haut patronage de son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, auront lieu le vendredi 19 janvier 2018 à Koutoun, dans la sous-préfecture de Ouassou, préfecture de Dubreka, à partir de 14h30. Sont conviés à cet important événement les membres du gouvernement, les représentants des institutions républicaines, les représentants des institutions internationales, les représentants des missions diplomatiques, honorables députés à l'Assemblée nationale, les gouverneurs de Kindia et de Boké, les préfets et sous-préfets de Kindia et de Boké, l'administrateur général DDG, le directeur général de Swapiti, le personnel du cabinet de l'énergie et de l'hydraulique, la presse nationale et internationale. C'est désormais officiel, la campagne électorale commence demain 19 janvier sur toute l'étendue du territoire national. Elle s'étendra sur 15 jours. À propos, voici la déclaration du président de la CENI au micro de Makemedonzo. La campagne électorale débute demain 19 janvier jusqu'au 3 février. Ce scrutin mobilise 5 865 000 électeurs dans les 15 573 bureaux de vote. Il s'agit de porter à la tête des communes urbaines et rurales des dirigeants à qui confier les destinées des collectivités pour ces 5 ans à venir. J'en appelle donc pour une campagne civilisée, apaisée, fraternelle, où les propos seront toujours pondérés. Je rêve de compétition où le vaincu, avec élégance, irait congratuler son challenger, où le vainqueur saura avoir le triomphe modeste. Pour tout dire, nous devons proscrire les excès et les passions. Le juge des élections, le magistrat, sera le recours ultime et légitime en cas de contestation. Seule cette autorité a compétence de rétablir chacun dans ses droits. Aussi, devrions-nous constamment garder à l'esprit que la nation guinéenne représente notre patrimoine commun. Elle est, pour cette raison, au-dessus de nos aspirations individuelles et nos intérêts partisans, aussi légitimes soient-ils. L'unité nationale, la cohésion sociale doivent guider nos actes. La dernière élection communale en Guinée date de 2005. Après 12 années, 30 000 candidatures sont enregistrées avec plus de 1300 listes de partis politiques et listes indépendantes. Le message est compris, les protagonistes sont invités à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Justement, vu les enjeux de ce scrutin, tous les acteurs impliqués s'activent pour sa réussite dans la quiétude sociale. C'est en substance ce message de paix véhiculé par le ministre Abdourahmane Diallo aux populations des préfectures de l'Elouma et Mali. Sourdo Keïra, Mohamed Mpati Kamara reviennent sur l'étape de l'Elouma. Suivez. Vive la démocratie! Vive la démocratie! Renforcer le tissu social et la coexistence pacifique entre les sensibilités politiques évoluant sur le terrain, c'est l'objectif de cette tournée marathon. En messager du chef de l'État, le ministre de la Santé, parrain des préfectures de l'Elouma et de Mali, échange avec les populations sur l'importance des élections communales et communautaires dans le processus démocratique. Des élections considérées comme le passage obligé pour un véritable développement communautaire participatif. Nous avons tous constaté un engouement vraiment des différentes populations à accompagner donc la mission du président de la République. Partout nous avons été accueillis avec enthousiasme, avec un grand engagement. Écoutez, nous avons passé le même message partout. C'est un message donc de paix, un message de cohésion, surtout qu'il y a les élections qui arrivent. Nous avons saisi l'occasion pour leur demander qu'il s'agit simplement
pour leur dire qu'il s'agit d'une élection, vraiment de s'entendre, de faire de sorte qu'il y ait la paix en République de Guinée, qu'ils se comprennent, qu'ils désignent la personne qu'ils veulent, vraiment qu'ils estiment être la meilleure. Pour réussir ce challenge, toutes les composantes sociales sont mises à contribution dans les 10 sous-préfectures et la commune urbaine de l'Elouma. Des milieux populaires aux différents foyers de l'islam, l'apaisement des élections demeure la préoccupation partagée. Nous optons pour la stabilité et la paix dans notre pays en général et plus particulièrement dans notre sous-préfecture. À l'Elouma, la CEPI, Commission électorale préfectorale indépendante, estime le niveau de distribution des cartes d'électeurs à plus de 80%. Cette démarche du parrain de la préfecture réconforte les efforts de l'institution en charge du scrutin dans la préfecture. Nous devons oublier tout, ne se pencher que sur le développement de notre localité. Donc qu'il n'y ait pas de discrimination, que tout le monde soit des frères, parce qu'ils tous luttent pour un même objectif, le développement de l'Elouma. Le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, l'UPR, l'UFR ou encore le PADES sont les principaux partis politiques qui compétissent au compte de ces communales et communautaires dans la localité. Entre eux, on note une parfaite harmonie sur le terrain. Même scénario dans la préfecture de Farana où le ministre de la fonction publique a expliqué aux populations les actes posés par la Troisième République. Béli Nankouma Doumbouya exhorte également les citoyens à voter dans la paix et la sécurité. Baba Kouyaté, compte rendu. C'est dans la préfecture de Farana que le ministre en charge de la fonction publique informe les populations sur les acquis de la Troisième République et les perspectives de développement contenues dans le programme national de développement économique et social, PNDS. Devant des différentes couches sociales massivement mobilisées, tout comme dans les sous-préfectures de Bendou et Bagna, nombreuses sont des populations qui saluent les réalisations du président de la République. L'équipement du foyer des jeunes, construit depuis 2013, devait actuellement être la vitrine des jeunes de Bendou. La réhabilitation de la route Farana-Kouroussa en passant par Bendou via Bamfele. La réhabilitation aussi des lampadaires éteints. À ce jour, 30 lampadaires sur 75 sont éteints. La population de Bagna apprécie hautement le programme de développement du président de la République, le professeur Alpha Condé. Nous souhaitons que ce projet de complexe sucrier soit une réalité. Nous sollicitons aussi le désenclavement de certaines de nos localités qui sont des grandes zones de production. L'élan de développement amorcé dans le pays encourage le ministre Béli Nankouma Doumbouya à inviter les populations de Farana à cultiver l'esprit de partage et de fraternité entre les acteurs de la vie sociopolitique de la localité. Il a en outre souligné la nécessité de paix et les enjeux liés aux élections locales. Pouvoir organiser des élections communales et communautaires apaisées dans l'ensemble du pays, le gouvernement a décidé d'envoyer des missions de sensibilisation et d'information auprès de toutes les populations de la Guinée pour que ces élections ne soient pas l'occasion d'un déchirement social, que plutôt que ça conserve et préserve le tissu social, la cohésion sociale, la coexistence pacifique, et que nous puissions aboutir à des résultats probants, et que le pays puisse continuer son avancée, et que les grands projets que le bâtisseur a déjà initiés puissent se poursuivre, et que les autres qui sont contenus dans le PNDS puissent être exécutés. Récemment, le président de la République, à l'occasion de la célébration de l'an 59 de notre souveraineté nationale, a annoncé la reconstruction de l'usine de sucre dans le district de Niamfourando, dans Farana. La nouvelle est bien appréciée dans le Sankara. Autre déplacement, autre réalité de son côté, le chef de département des mines et de la géologie s'est rendu à Kamsar. Abdoulaye Magasouba est allé visiter le chantier du projet d'extension de la CBG, une extension qui vise à accroître la capacité de production de la société. Dans ce projet figure également une unité souterraine de concassage pour réduire la pollution de l'environnement. Explication Valérie Talimane, Mohamed Lamine Kaba. Dans la région de Boké, zone bauxitique par excellence, le ministre des Mines et de la Géologie est avec les responsables de la compagnie des bauxites de Guinée.
L'occasion pour la CBG de présenter ses acquis, mais aussi ses perspectives. La séance va durer un quart d'heure. De là, direction sur le site du projet d'extension des capacités de production de la société. Ici, les travaux sont exécutés à hauteur de 60%. Concernant le projet est stabilisé depuis bientôt 1 an et en termes de budget et en termes d'évolution des travaux, ce que vous avez vu aujourd'hui, on est presque dans la dernière phase ou bien la deuxième moitié de la phase de construction du projet qui consiste à finaliser la construction de la nouvelle unité de concassage et de broyage. Parmi les infrastructures en construction, un puits de 21 mètres de profondeur sur 123 mètres de diamètre. La réalisation achevée, l'infrastructure devra remplacer la centrale de concassage des minerais de bauxite, jusque-là utilisée. Muni d'un tunnel de convoyeur, ce puits permettra également de rompre avec la pollution de l'environnement dans cette zone. Le président de la République a une vision, a développé une nouvelle vision de développement du secteur qui commence à porter ses fruits, non seulement en termes d'emploi, en termes de contrats locaux, en termes d'impact sur l'économie en général pour que le secteur minier puisse effectivement jouer son rôle. Le projet permettra d'avoir plus d'impôts, plus d'emplois ici et plus de contrats pour les sociétés locales parce qu'à 15 millions de tonnes de capacité, la CBG attribue par an aux alentours de 60 millions de dollars de contrat. Avec l'augmentation de la production qui va passer de 15 à 18,5 millions de tonnes dans un premier temps, contre 23,5 millions de tonnes dans un second. C'est très important pour le pays, très important pour Bokeh parce que ça va utiliser beaucoup de Bokéens comme travailleurs. Depuis le lancement des travaux d'extension sur ce site en 2016, 1250 agents dont 1000 nationaux y travaillent. La politique d'emploi marque l'engagement de la CBG à respecter les textes du contenu local dans l'accroissement du niveau de vie des citoyens riverains. Troisième titre de ce journal, inauguration du premier musée militaire de la région de Kankan. Ce musée regorge plein de souvenirs, notamment des objets et photos qui retracent l'histoire de l'armée guinéenne. C'est le ministre d'État à la Défense nationale qui a procédé à l'inauguration de l'infrastructure. C'était à l'occasion des festivités de l'an 59 de l'indépendance de notre pays. Kabakonde, Aboubakar Gabi avec les images de Faso TV. Celui qui oublie le passé n'est pas digne de l'avenir. Cette citation est bel et bien au fronton du musée des forces armées guinéennes, ici au Kansungata Keta de Kankan, 3e région militaire. Pour moi, l'objectif est atteint. Il s'agissait d'ouvrir l'espace là et de faire regrouper toutes les pièces que j'avais à ma disposition pour que ça puisse être une source d'inspiration pour la jeunesse. Il y a des études livresques, mais il y a les supports. Les musées, c'est les supports, les photos et les pièces que vous avez vues ici. Après ça nous permet de comprendre beaucoup plus et de corriger nos erreurs. C'est sous le regard attentif du ministre d'État à la présidence, chargé de la défense nationale, qu'a eu lieu ce mardi la cérémonie d'inauguration de ce sentier historique où on retrouve l'objet précieux et en image du choc, le parcours des voyants soldats guinéens. Pour ce qui concerne ce musée, qui est l'œuvre personnelle du commandant de la 3e région militaire, le colonel Diané, c'est un exemplaire unique dans les armées et même dans les autres ministères, en ce qu'il retrace l'histoire des armées guinéennes en commençant dans le passé précolonial, en continuant pendant l'histoire coloniale et ensuite depuis l'indépendance. Et donc il offre un panorama presque complet de la tradition militaire guinéenne et c'est assez exceptionnel d'une part et puis ensuite c'est particulièrement utile et louable pour la défense parce que ce type de musée permet à chaque soldat de puiser, de se ressourcer dans l'histoire de son pays. Cette grande première est une prouesse, mais également une initiative salvatrice qui vient s'ajouter aux actions de libération de nos forces armées depuis les 2 guerres mondiales jusqu'aux opérations de maintien de paix aujourd'hui sous le drapeau des Nations Unies à Kidal au Mali. C'est un sentiment de grande satisfaction parce que je pense que c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on arrive à créer un musée dans un camp militaire, surtout dans une région militaire. Et ce musée permet de retracer toute l'histoire de notre armée guinéenne. En plus de ça aussi, l'histoire de la région
de la Haute-Guinée, les grands résistants avant la colonisation, pendant la colonisation et après la colonisation, toute l'histoire de notre pays. Ce musée des forces armées guinéennes à Kankan est à ce jour un centre d'apprentissage pratique, surtout pour les nombreux étudiants du département Histoire de l'Université de Kankan qui ne se sont pas fait compter cet événement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi et à très bientôt.